Bon après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je cède à présent la parole à votre animatrice, Tania MacDonald, directrice à la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Bonjour, bienvenue à ce deuxième webinaire de notre série Prochaines étapes de la lutte contre la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées. Aujourd'hui, nous entendrons l'expérience de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington par rapport à la préparation et la prévention relative à la pandémie. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un groupe de panélistes qui partageront leur expérience, le Dr. Kieran Moore, qui est médecin hygiéniste au Bureau de santé publique de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington. Teresa Miller, résidente Providence Manor, Crystal Mack, Dr. David Barber et le Dr. Pierre Robichaud. Avant de céder la parole au Dr. Moore, je vais passer en revue les objectifs de la séance d'aujourd'hui. Nous sommes ici pour apprendre de l'approche utilisée à Kingston pour se préparer aux éclosions dans les établissements de soins de longue durée, fournir aux organismes des stratégies concrètes pour se préparer à d'éventuelles éclosions et éventuellement également partager les prochaines étapes de la participation au programme SLD+, et pandémie, apprendre ensemble. Et sur ce, je cède la parole au Dr. Kieran Moore, qui est le médecin hygiéniste en chef de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington. Il est également fellow du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Il est professeur de médecine d'urgence, de médecine de famille et de sciences de la santé publique à l'Université Queen's à Kingston, en Ontario. Il a son diplôme depuis 1985 de l'Université d'Ottawa et il a une certification en médecine familiale ainsi qu'en urgentologie du Collège des médecins de famille du Canada. Il a également des diplômes en médecine hygiénique et tropicale. Il compte une expérience de longue date dans divers projets et s'intéresse beaucoup à l'évaluation de programmes dont la détection d'éclosion ainsi que la répartition des maladies au sein des populations. Il s'intéresse à l'absentéisme, à la télémédecine et ses recherches ont été publiées dans des publications scientifiques dont le Canadian Journal of Public Health. Je cède à présent la parole au Dr. Moore. Merci et merci de cette occasion de prendre la parole aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez. Alors, je souhaite parler de l'expérience de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington en matière de COVID-19. Alors, je vais passer en revue l'expérience de la COVID-19 de l'Ontario. Et d'ailleurs, je regrette de n'avoir l'expérience que de l'Ontario. Or, c'est quand même ce que je connais le mieux. Je vous dirai quelques mots sur Kingston, Frontenac, Lennox, Addington, ainsi que nos stratégies, prochaines étapes. Alors, nous avons de plus en plus de cas de COVID-19, à peu près 300 par jour, et c'est surtout chez les jeunes de 20 à 29 ans que les nouvelles infections sont déclarées. Cela devrait augmenter aussi l'hiver, car nous passerons sans doute plus de temps à l'intérieur, mais le Québec, l'Ontario, la Colombie-Britannique et l'Alberta, globalement, ont plus de cas, même si toutes les provinces tendent à avoir une augmentation de leurs infections. La majorité du temps, au niveau local, les cas sont attribués à une éclosion ou alors à un contact. Très tôt, tous les cas étaient associés à des déplacements à l'étranger. Or, aujourd'hui, il est difficile d'identifier le risque. Alors, il faut continuer d'évaluer les liens épidémiologiques, car si les risques ne sont pas connus, il sera impossible d'avoir de bonnes mesures de contrôle et ainsi la propagation dans la communauté continuera d'augmenter. Les cas
dans les établissements de soins de longue durée au Canada est étonnante. Le Québec et l'Ontario ont certainement le nombre de cas le plus élevé. La Colombie-Britannique a de meilleurs résultats. Donc, pour le Canada, on a eu 1125 cas. Et comme vous le voyez, certaines des provinces n'ont quasi aucun cas. Et malheureusement, nous avons eu 9 981 cas auprès des employés au moment de la publication de ces données et 16 décès parmi le personnel et malheureusement 6 784 décès chez les résidents qui vivent dans des établissements de soins de longue durée et des résidences pour personnes âgées. Malheureusement, ces chiffres sont représentatifs de ce qui se passe ailleurs dans le monde, c'est-à-dire que les taux de mortalité sont plus élevés dans la population âgée, étant donné les particularités du virus et la vulnérabilité, évidemment, de cette population. Il faut donc continuer de protéger cette population vulnérable au meilleur de notre capacité. Et il faut renforcer nos milieux de soins de longue durée et de résidence pour personnes âgées. Alors, des décrets, directives et règles ont été imposées par l'Ontario. Ça remonte au mois de mars. Nous avons eu des ordonnances à l'intention du personnel qui pénétrait dans les établissements de soins de longue durée. Et d'ailleurs, les décrets étaient similaires dans la majorité des provinces et ont été déclarés au même moment d'ailleurs. On a déclaré obligatoire l'utilisation d'EPI, d'équipements de protection individuelle. On a limité les visites dans les établissements de soins de longue durée et on a tâché de limiter les arrivées et les départs dans les établissements de soins de longue durée. Et on a aussi exigé un dépistage actif. Ceci s'est poursuivi tout au long de la pandémie et nous avons reçu d'autres communications sur le contrôle de la pandémie. Tout cela est documenté et certainement au mois d'avril, le 24 avril en Ontario, les forces armées ont dû intervenir dans certains établissements. On a demandé de l'aide également du ministère de la Santé publique du Canada et on a également ordonné la mise en tutelle de certains établissements de soins de longue durée qui ont été suivis par leur centre hospitalier d'attache. Et tandis qu'on se prépare à l'automne et qu'on tâche de mettre en place des politiques et procédures efficaces pour renforcer notre système d'établissement de soins de longue durée et de résidence pour personnes âgées en Ontario, au Canada, on essaie d'améliorer divers aspects du système. Alors, en Ontario, il y a eu un examen de ce qui s'est fait afin d'améliorer le système d'établissement de soins de longue durée et de résidence pour personnes âgées. Nous avons appris, évidemment, qu'il nous faut une meilleure collaboration entre les soins de courte durée, les soins primaires et les établissements de soins de longue durée ainsi que les résidences pour personnes âgées. Il faut renforcer le leadership médical des soins infirmiers de ces installations ainsi que leurs aspects administratifs. Nous avons également appris qu'il fallait améliorer la prévention et le contrôle des infections. Nous avons également appris qu'il fallait accès à de l'équipement de protection individuelle. Il faut également renforcer les ressources humaines en santé. Et lorsqu'on a examiné le cas, certainement, les ressources humaines en santé étaient la clé d'une bonne lutte à cette pandémie. Et également, il faut des décrets obligatoires en cas d'éclosion. Il faut donc avoir un partenariat pour aider les établissements en difficulté, surtout celles qui sont en pénurie de main-d'œuvre. Les taux d'infection à la COVID-19 sont corrélés à des zones de densité de la population, où l'on observe également des problèmes de pauvreté et une grande variété ethnoculturelle. Alors, si vous regardez les taux d'infection, c'est souvent en fonction de la densité de la population et des déterminants sociaux de la santé. On pourrait s'attendre à ce que les établissements de soins de longue durée, les résidences pour personnes âgées plus proches de ces régions aient également des taux d'infection plus élevés. Et nous avons eu de la chance
à Kingston, Frontenac, Lennox et Addington, on a pu protéger nos établissements de soins de longue durée et nos résidences pour personnes âgées. Ces centres ont fait un travail formidable de protection des résidents et du personnel. On n'a eu qu'une seule éclosion et aucun décès dans les installations de notre région. Et ça a été le cas de la région avoisinante également. Et je crois que la situation s'est améliorée ailleurs en Ontario. Nous avons un meilleur contrôle des infections, une meilleure formation, un meilleur accès à le pays et une meilleure gestion des éclosions, ce qui nous positionne mieux pour l'automne, car nous aurons une augmentation des cas. Cela ne fait pas de doute. Et il faut annuellement être confronté à la grippe annuelle, ce qui signifie qu'on aura sans doute une exacerbation des difficultés. Alors, dans les manchettes, évidemment, nos installations ont été reconnues pour leur excellent travail. Nous avons un grand nombre d'établissements, dont des établissements correctionnels, dont aucun n'a eu d'éclosion. Et ça a été le cas, comme je le disais également, des résidences pour personnes âgées et des établissements de soins de longue durée. Comme vous le voyez à la lumière de la démographie de la région, nous avons beaucoup de personnes retraitées dans notre territoire et également un nombre élevé de résidences pour personnes âgées et d'établissements de soins de longue durée. Alors, nous sommes entre Toronto, Montréal et Ottawa, le long du fleuve Saint-Laurent, alors très près des grands centres et même près de l'État de New York. Alors, nous avons 11 établissements de soins de longue durée, 16 résidences pour personnes âgées et grosso modo 3000 résidents. On a eu un cas chez un membre du personnel. En partenariat avec l'installation et les services de santé publique, on l'a rapidement décelé et conséquemment, nous n'avons eu aucune hospitalisation associée à nos établissements de soins de longue durée et aucun décès, comme je le disais. Nous avons un partenariat de très longue date avec nos établissements de soins de longue durée et nos résidences de personnes âgées. On travaille annuellement à la prévention de la grippe, avec la détection et la gestion de toute flambée, de toute éclosion. Et je suis très fière des infirmiers et infirmières qui ont établi ces liens avec les établissements de soins de longue durée. Je pense que nos établissements de soins de longue durée se sentent bien soutenus grâce à ce partenariat étroit de très longue date. Et nous avons également d'excellents comités de prévention et de contrôle des infections. Alors, ces relations à long terme nous ont beaucoup aidés. Et nous avons très tôt dans la pandémie communiqué afin d'améliorer la collaboration, la coopération et la coordination. C'est ce qui nous a aidés au fil du temps, car on voulait évidemment soutenir les installations, sachant que les éclosions à Vancouver, Washington et que les courbes de mortalité de Wuhan nous indiquait très nettement que les personnes âgées étaient les plus à risque. Nous faisons une mise à jour annuelle pour la grippe, comme je disais, et nous offrons également une éducation sur le contrôle et la prévention des infections. Et nous avons des infirmières depuis plusieurs années qui travaillent étroitement avec les établissements de soins de longue durée, surtout pendant la période de la grippe. Et nous avons beaucoup de chance en septembre de 2019. Vous vous rappelez peut-être que la grippe en Nouvelle-Zélande et en Australie s'annonçait dure. Et donc, nous étions fort préoccupés à l'époque. C'est pourquoi nous avons réuni tous nos partenaires en septembre 2019, donc grosso modo 5-6 mois avant la survenue de la COVID-19. Nous avions 100 participants des établissements de soins de longue durée, des services de courte durée, des services d'urgence, les paramédicaux, et nous avons abordé beaucoup d'événements, comme les éclosions de virus dans les établissements de soins de longue durée, comment mobiliser les installations afin de soutenir ces organismes, quelles étaient les possibilités de transport en période d'influenza, sachant que l'influenza a un impact de très longue haleine annuellement sur notre système de soins de santé. Et nous l'avons fait avec tous les partenaires, dont les 3 centres hospitaliers, et nous avons établi un plan de travail qui a été distribué à l'ensemble des partenaires et qui présente globalement la communication, la collaboration, la coordination, qui sont la clé de la réussite lorsque l'on tente de lutter contre un virus. Et ça a été bien perçu. Le rapport a été publié et débattu. Et d'ailleurs, nous sommes en communication constante avec nos partenaires, comme je le disais un peu plus tôt. Et nos partenaires ont également des liens directs avec le secteur des soins de courte durée.
Alors, j'espère que les établissements de soins de longue durée se sont sentis soutenus pendant la pandémie. J'ai organisé des téléconférences hebdomadaires, entre autres avec les établissements de soins de longue durée. Notre responsable du contrôle des infections, Lee Conway, a également organisé des téléconférences avec les secteurs des soins infirmiers. Enfin, nous avons énormément communiqué. Nous voulions veiller à ce que tout le monde soit au diapason et comprenne ce qu'on attendait de chacun et ce qu'il fallait mettre en œuvre en temps voulu. Et c'était l'objectif de ces téléconférences hebdomadaires. Et par ailleurs, on voulait garantir qu'en cas de COVID-19, on saurait quoi faire, qui appeler, comment dépister, etc. Et pendant la pandémie, nous avons augmenté les inspections dans les établissements de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées, car on ne surveillait plus les restaurants ayant été fermés au mois de mars. Ainsi, nous avons déployé notre expertise dans le domaine des établissements de soins de longue durée et des résidences pour personnes âgées. On comprenait très bien comment détecter les difficultés. On voulait visiter les établissements pour veiller à ce qu'il y ait un bon affichage, que l'on fasse régulièrement un dépistage et que ces installations soient suffisamment outillées. Éventuellement, les inspecteurs de santé publique ont été jumelés à une infirmière de santé publique afin d'offrir un soutien double du côté du contrôle des infections et de la prévention des infections. Alors, nous avons commencé les inspections très tôt, donc début mars, dès que l'annonce des restaurants est intervenue. Et la pandémie a été déclarée le 11 mars. Préalablement, on avait organisé beaucoup de téléconférences pour veiller à ce que tout le monde comprenne le risque pour sa population, quelles étaient les populations vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées, et on voulait certainement veiller à diminuer le risque dans l'installation. Le confinement est intervenu en Ontario le 17 mars, c'est-à-dire que les restaurants et la majorité des entreprises ont été fermées, comme les écoles également, et c'est ce qui nous a permis de déployer davantage de personnel auprès des établissements de soins de longue durée. Et cela nous a aidé à mobiliser le personnel. Évidemment, ils n'ont plus dû s'occuper des universités, des écoles, et ils ont pu concentrer tous leurs efforts sur les établissements correctionnels et les établissements de soins de longue durée, ainsi que de créer les centres de dépistage. Alors, on a eu beaucoup de rondes d'inspection. Nous avons créé une liste de contrôle avec des outils d'audit. On a surveillé l'hygiène des mains, l'utilisation d'équipements de protection individuelle pour renforcer les structures en place de les installations. Et c'est ce qui nous a aidés à comprendre le degré de préparation de chacun des établissements. Et d'ailleurs, nous avons été bien reçus dans le secteur. Voici un exemple de notre liste de contrôle. On examine l'affichage à l'entrée principale, le dépistage. Et s'il n'y avait pas de visiteurs, on voulait garantir que quiconque pénétrait dans l'établissement avait droit d'y aller. Et on voulait aussi garantir que l'administration avait des directives claires, que les résidents étaient dépistés, qu'on faisait des tests appropriés et que le personnel également portait le pays et le retirait convenablement. Et aussi qu'il y ait des stratégies de dépistage, car les stratégies de dépistage ont évolué au fil du temps. La fréquence et les personnes qui étaient testées. Nous nous sommes servis des inspections de manière graduelle. Donc, d'abord, il s'agissait de renseigner que tout le monde soit au diapason et de veiller à ce qu'on ait de bonnes initiatives d'amélioration de la qualité. Et par la suite, certains des partenaires ont dû avoir un rappel un peu plus sévère, c'est-à-dire qu'on a dû publier des ordres et éventuellement des contraventions pour veiller à ce que tous les établissements respectent les meilleures pratiques. Et éventuellement, en Ontario, il a fallu faire un dépistage universel de tous les patients, résidents et membres du personnel. On a pu le faire rapidement dans notre région. Tous ces tests sont revenus négatifs. Et ce qui est salutaire aussi, c'est le fait que la région soit une des premières à avoir eu un site de dépistage. Je dois remercier Kim Morrison qui nous a offert des tests de dépistage rapides ainsi que notre personnel qui était partenaire de Kingston Health Sciences Center et qui ont mis en place des systèmes de dépistage
très tôt dans le processus. Alors, ce dépistage précoce et la mise en quarantaine rapide des contacts nous a permis de limiter la propagation du virus, ce qui nous a permis d'avoir un niveau de propagation très faible. Nous avons eu effectivement une flambée au tout début, mais en raison des dépistages rapides, cela nous a mis en excellente position. Et donc, nous avons pu créer un partenariat avec la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé ainsi que l'Institut canadien pour la sécurité des patients afin de contribuer aux conversations sur le contrôle et la prévention des infections, la planification aux soins en période de COVID, c'est-à-dire pour les résidents atteints de COVID et les autres. Et nous avons donc pu participer à un document qui a été publié par ces institutions avec la participation, l'apport d'un grand nombre de personnes, dont nous, ici à Kingston, Frontenac, Lennox et Addington. Alors, les partenariats avec la communauté sont effectivement primordiaux. Du côté de la prévention, comme je disais, nous avons eu accès à d'excellents tests très tôt dans le processus et nous avions un excellent suivi des contacts, ce qui nous a permis de réduire les infections dans la communauté, ce qui a à tour protégé les établissements de soins de longue durée. Et nous avons exigé le port du masque très tôt également dans le processus. Par ailleurs, nous avons eu un excellent partenariat avec les soins de courte durée où les médecins, urgentologues, infirmières et médecins de tous ordres ont été consultés sans devoir exiger le transfert des résidents. Comme partout au personnel, comme partout au Canada, on a voulu maintenir un personnel suffisant avec de bonnes conditions de travail, lui donner suffisamment de pays et aussi veiller à ce qu'il reste en santé à la fois physique et mentale. Et c'est difficile lorsqu'il faut limiter le personnel à un seul établissement. On devra certainement s'attaquer à ces enjeux et élargir un effectif prêt à travailler dans cet environnement. Et il faudra le rétribuer convenablement. Il faut également prévoir une augmentation des éclosions. C'est-à-dire que davantage de gens devront rester à la maison, devront se mettre en quarantaine. Alors, il faut tous se préparer à une augmentation de l'absentéisme de l'ordre de 30 cet automne. Et le dépistage rapide, ainsi que la co-circulation de la COVID-19 et de l'influenza, simultanément dans les établissements de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées. On a eu l'impression d'avoir un leadership soutenu grâce à des téléconférences permanentes. Nous avons continué pendant tout l'été. Nous allons accélérer la fréquence de ces téléconférences à l'automne. L'automne, nous aurons l'Assemblée générale sur la préparation à l'influenza. Et donc, on ne pourra pas le faire en personne. Il faut éviter les rassemblements. Mais donc, on se servira de la technologie pour que tout le monde soit mis au courant des meilleures pratiques. Et si on a un regret, c'est la présence des proches aidants et des familles. Lorsqu'on est dans une zone à faible transmission comme nous-mêmes, on n'a jamais eu énormément de propagation dans la communauté. Ça a été très difficile d'empêcher les familles de visiter leurs proches. Évidemment, pour des raisons de santé mentale, cela est vraiment difficile. Je préférerais avoir une approche régionale à l'échelle du Canada, c'est-à-dire que là où les taux de transmission sont très faibles, que l'on permette, avec toute la diligence voulue, que l'on permette donc aux familles de venir en aide à leurs proches hospitalisés ou en résidence pour personnes âgées. Nous faisons des simulations longitudinales et hebdomadairement auxquelles on ajoute de l'information en commençant par la COVID-19 et ensuite avec une éclosion d'influenza et ensuite avec la combinaison des deux éclosions. Ce sera différent partout au pays, mais essentiellement la capacité d'une installation de se préparer à la COVID-19 et à l'influenza sera différente. Ça signifiera beaucoup de stress pour le personnel. Le dépistage est différent. Il faut comprendre qu'on aura parfois simultanément
des infections concomitantes ou des éclosions concomitantes d'influenza et de COVID-19 et il faudra avoir une réaction individuelle à chacune de ces éclosions. Alors, s'il faut retenir des messages clés de notre expérience, il faut être proactif et opérationnel, garder un taux de transmission le plus bas possible dans la communauté. Il faut également tisser des liens avec les parties prenantes, hôpitaux, résidences pour personnes âgées, établissements de soins de longue durée. C'est facile lorsque vous avez un modèle régional, mais malgré tout, en dépit de ce modèle, il faut toujours s'améliorer, continuer d'ouvrir les voies de communication. Il existe des documents sur les pratiques exemplaires que l'on peut passer en revue et mettre en œuvre pour améliorer les pratiques de nos organismes. Sur ce, je m'arrête. Merci beaucoup, Dr. Moore, pour cet excellent exposé. Un grand nombre des messages clés que j'ai notés de votre exposé sont l'importance de ces relations de longue date avec la communauté et le fait qu'il faut coordonner les communications en période de pandémie avec toutes les parties prenantes pour veiller à ce que les messages soient reçus de manière cohérente par tous. Alors, merci beaucoup pour ces leçons et nous nous réjouissons d'avoir des conversations à cet effet par la suite pendant la période de questions. Sur ce, je cède la parole à Mme Teresa Miller, qui est résidente d'un établissement de soins de longue durée du centre-ville de Kingston. Mme Miller, la parole est à vous. Bonjour. Je suis résidente d'un établissement de soins de longue durée de la région de Kingston où on s'est très bien occupé de la situation. Tous les résidents ont été dépistés très tôt au début de la pandémie. On a également prévu 2 cohortes pour les repas pour départager les gens et limiter la transmission. Le personnel a toujours porté un masque et de l'équipement de protection. Il y a eu très peu d'activités, mais lorsqu'il y avait des activités, on se présentait dans nos chambres individuellement. Par exemple, le lancer du dard. On lançait un dard, tour à tour, chacun dans sa chambre. Ou on jouait à des jeux de balles. Par exemple, le jeu de balle et d'échelle, où on lançait une balle sur une échelle, ce qui nous donnait un point, et le travailleur se présentait à une autre chambre pour répéter l'expérience avec un autre résident. C'est ainsi qu'on désignait le résident. On a toujours été bien alimentés. Je dois dire que ça fait 2 ans et demi que je suis ici et je reçois d'excellents soins depuis. Mais j'ai été également bénévole pendant 38 ans avant de venir ici. J'ai passé 12 ans à venir une fois par semaine et les 24 années suivantes, ou même 26 années suivantes, à venir 3 jours semaine. C'était le seul endroit qui m'intéressait d'ailleurs pour mes derniers jours. Et j'ai vraiment l'impression qu'on a fait un excellent travail ici. Et on prend d'ailleurs notre température tous les jours. Alors, je crois que Providence Manor, mon établissement de soins de longue durée, a fait un travail formidable. Si vous avez des questions à m'adresser, je suis prête à y répondre. Pour le moment, nous n'avons pas de questions, mais merci infiniment d'avoir partagé votre expérience, Madame Miller. Et je suis très heureuse d'apprendre que les stratégies ont très bien fonctionné à Providence Manor et qu'elles se poursuivent en cette période d'automne. Je suis très heureuse d'apprendre que vous êtes bien prise en charge. Et merci d'avoir partagé votre expérience de Providence Manor. À présent, nous allons passer à une discussion avec un plus grand nombre de personnes. Alors, je présente nos intervenants et ensuite nous passerons aux questions. Alors, aujourd'hui, nous avons évidemment le Dr. Karen Moore, le Dr. Pierre Robichaud, Crystal Mack et le Dr. David Barber. Crystal Mack et Dr. Barber travaillent à Providence Manor. Providence Manor,
fait partie de Providence Care, un organisme de la région du sud-ouest de l'Ontario qui offre des services à Providence Care Hospital, Providence Manor et des établissements communautaires de partout dans la région. Il s'agit d'un organisme dont la mission est d'améliorer la qualité de vie pour les personnes qu'elle sert. Entièrement affilié avec l'Université Queen's et le Collège Champlain, il s'agit d'un centre de recherche contenant plus de 300 lits, le plus grand établissement de soins de longue durée de la région. La majorité des chambres sont privées avec une salle de bain partagée avec une autre chambre. Crystal Mack est administratrice pour Providence Manor, où elle travaille depuis 43 ans. Elle a été bénévole, préposée aux bénéficiaires, récréologue, éducatrice, superviseur des soins infirmiers et gestionnaire de programmes. Elle a aussi été directeur des soins pour le Rideau Crest Home et a été instructrice à l'Université Queen's. Le Dr David Barber est professeur adjoint à la faculté de médecine de l'Université Queen's depuis 2008. Auparavant, il a passé 8 ans à travailler dans un groupe spécialisé de l'Indiana. Il est responsable de la technologie de l'information et des soins aux personnes âgées, directeur des services médicaux de Providence Manor. Ses recherches se concentrent sur les données du dossier de santé électronique et il est coprésident du réseau de surveillance des soins primaires du Canada et directeur du réseau de l'Est de l'Ontario du CPSSN. Il vit à Kingston avec sa femme et ses 3 enfants. Et le docteur Pierre Robichaud est médecin exerçant dans un centre de 168 lits qui se trouve à Napanee, en Ontario. Il travaille également comme urgentologue à l'hôpital général Lennox Addington, où il est également membre de l'équipe de direction sur la COVID-19. Il a obtenu son diplôme de médecine de l'Université de Toronto et fait sa résidence en médecine familiale à l'Université d'Ottawa, dont un fellowship en gériatrie, en soins palliatifs et en soins critiques. Il a également un diplôme en santé publique de la Ivy School of Business. Il aime le vélo de montagne et surtout passer du temps avec sa famille. Alors sur ce, je vais proposer la première question à Crystal Mack. La question est, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans votre établissement? Comment vous êtes-vous préparé à la pandémie? Alors, je vais donner 1 minute à chaque panéliste pour réagir, puis nous passerons à la prochaine question. Crystal Mack, eh bien, je crois que la relation avec la communauté ne saurait être occultée. Le docteur Moore en parlait. Nous avons énormément tiré parti du fait qu'on faisait partie de Providence Care, où il y a énormément d'expertise à l'interne, mais également où, grâce à nos relations avec la communauté, on peut faire appel au collège, à l'université et à d'autres établissements de partout pour obtenir leur point de vue. Nous avons un grand privilège, c'est-à-dire de travailler très étroitement à l'échelle régionale, même nationale et internationale. Le partage d'informations est vraiment important en cas de pandémie et c'est ce qui est à l'origine de notre réaction si rapide. Formidable. Dr. Barber? David Barber. Oui, écoutez, je crois que notre relation avec la santé publique a véritablement fait une différence. Nous avons d'excellentes relations avec les services de santé publique que l'on rencontre régulièrement d'ailleurs. Alors, en ce qui nous concerne, on avait quelqu'un qui était une personne ressource à qui on pouvait s'adresser pour obtenir des réponses. Au-delà de ça, nous sommes affiliés avec un hôpital universitaire et nous avons donc très tôt compris ce qu'il fallait faire pour se préparer. La communication a commencé très tôt, en février, et je dois dire également que nous avons un infectiologue à temps complet, ce qui est essentiel en période de pandémie.
Et nous avons pu faire appel à d'autres professionnels et experts de Providence Care. Donc, nous avons pu faire appel à un bassin important de connaissances et à une communication et à nous reposer sur une communication étroite. Le fait qu'à Kingston, Frontenac, Lennox et Addington, on se soit concentré sur les soins primaires, c'est à mon avis ce qui a fait la différence. C'est la raison pour laquelle nous avons de meilleurs résultats qu'un grand nombre de collectivités du reste du Canada. La même question s'adresse à vous, Dr. Robichaud. Comment vous êtes-vous préparé à réagir à cette pandémie? Dr. Pierre Robichaud. Eh bien, nous sommes un établissement sans but lucratif possédé par la municipalité et le fait qu'on soit dans une petite localité avec beaucoup de liens, je vous donne des exemples. Par exemple, on a eu des problèmes de dotation personnelle de préposés aux bénéficiaires. Donc, notre conseil municipal a permis de créer de nouvelles fonctions qu'on a appelées l'aide aux résidents, une aide aux résidents qui nous a permis d'accomplir certaines tâches, ce qui permettait d'aider les résidents par divers moyens, mais ce qui aidait également les préposés aux bénéficiaires, les infirmières qui étaient en difficulté d'effectifs. Par ailleurs, étant donné que notre équipe de direction a des liens étroits avec la collectivité dans son ensemble, notre équipe de direction municipale a déployé des travailleurs non essentiels très tôt dans les établissements de soins de longue durée. Donc, le personnel des musées, des bibliothèques, qui ont aidé les établissements et les résidences pour personnes âgées à mettre en place des pratiques innovantes et ce qui a permis aussi de s'acquitter de fonctions comme le dépistage. Et enfin, l'équipe de direction avait des liens étroits avec des partenaires de santé. Moi-même, je fais partie de l'équipe de direction de l'hôpital local en matière de COVID-19. Alors au début, lorsque c'était un peu chaotique et qu'il y avait des décrets, des ordonnances provenant de toutes parts, nous avions beaucoup de gens avec qui comparer des idées pour tâcher de relever les défis, entre autres la gestion des EPI, le partage des EPI, c'est-à-dire que comme collectivité, on estimait qu'il fallait que tout le monde travaille ensemble pour assurer notre sécurité. Le Dr Moore a un peu évoqué la réaction de l'hôpital local. L'hôpital local a tendu la main à l'ensemble des résidences pour personnes âgées et établissements de soins de longue durée municipaux pour que l'on établisse des liens pour veiller à ce qu'il n'y ait aucun obstacle à notre communication, que l'on puisse ensemble relever le défi d'une éventuelle flambée. Dr Moore, autre chose? Voilà, vous m'entendez? Alors, j'apprécie beaucoup ce que tous les partenaires ont dit sur la collaboration et la coordination. Et je dois d'ailleurs chanter les louanges des soins de première ligne. Vous savez, notre premier a été détecté en région rurale. Moi, je pensais que ça se produirait à Kingston, mais on a détecté des cas à Verona, Sydenham et d'autres endroits de la collectivité qui sont un peu plus éloignés. Et c'était des personnes qui travaillaient ou qui étaient sur le point de travailler dans les établissements de soins de longue durée les plus éloignés. Et nous avons entendu des histoires épouvantables ressemblant à cela ailleurs. Étant donné que nos prestataires de soins de première ligne ont rapidement mis en place des mesures de dépistage, ce sont eux qui ont limité la propagation. On aurait pu avoir de très mauvais résultats, mais grâce aux soins primaires, on a eu énormément de dépistage, ce qui a limité la propagation. Sans eux, nous n'aurions pas réussi à limiter cette première vague. Formidable. C'est vrai que les soins primaires et leur proactivité sont sans doute à l'origine de la limite de la propagation. La deuxième question, à présent, je l'adresse d'abord au Dr Barber. Quelles ont été les conséquences inattendues des politiques mises en place? On sait qu'elles sont nombreuses et d'après l'exposé du Dr Moore, on les recense depuis le mois de mars. Alors, quelles ont été certaines de ces conséquences inattendues à votre avis? Dr David Barber. Eh bien, je vais en évoquer quelques-unes. D'abord, une conséquence inattendue, c'était l'isolement des résidents à Providence Manor.
on commence à peine à parler de l'impact de cet isolement sur la santé mentale, le bien-être mental. Alors, j'étais heureux d'entendre la résidente de Providence Manor nous parler de ce qui se passait chez elle. Mais bon, chez nous, on a tellement dépisté qu'on s'est retrouvé même avec un test positif qui ne l'était pas en fait. C'était un faux positif. Ça peut être une conséquence inattendue, mais pour finir, on en tire de leçons. Merci. Docteur Robichaud, quelques conséquences inattendues? Oui, eh bien, je rebondirai sur ce que disait le docteur Barber. L'impact le plus négatif était certainement les répercussions physiques, psychologiques et mentales de nos résidents qui sont, d'entrée de jeu, assez isolés. Ça a été une charge énorme pour les résidents. Mais ça a été très difficile sur le plan émotif pour les familles comme le personnel. Je peux parler de certaines conséquences positives, cependant, également. Je suis fière de notre équipe qui a travaillé très fort pour surmonter certains de ces défis. Je vous donne des exemples où on a pu organiser des événements musicaux à l'extérieur, où des membres de la famille ont joué de la musique, ce qui est formidable, car ça permet de stimuler les résidents, mais c'est également un excellent moyen pour les membres de la famille de contribuer de manière importante, car vous le savez, les proches voulaient faire tout en leur pouvoir pour être présents. Et lorsqu'on a constaté la détérioration affective des résidents, on a fait de notre mieux pour mettre au point des trousses de physiothérapie, des activités qui permettaient de limiter l'isolement. Alors, on a mis de l'équipement dans les chambres individuelles des patients et maintenant, on a une journée de célébration où chacun sort un peu de sa chambre en restant quand même assez loin des autres résidents pour qu'on puisse se voir sans être trop près. Par ailleurs, on a essayé d'éviter les transferts aux urgences non nécessaires. L'hôpital est à un jet de pierre d'ici. On a une excellente relation avec l'hôpital et nous avons pu créer une capacité à l'interne pour faire, par exemple, des transfusions de sang dans l'établissement de soins de longue durée, ce qui est un excellent effet inattendu de cette pandémie, car c'est quelque chose qu'on pourra maintenir à l'avenir, bien au-delà de la pandémie. Formidable. Et Crystal Mac, quelque chose à ajouter? Crystal Mac. Eh bien, je dirais que, comme le docteur Robichaud le disait, la créativité que l'on a constatée, entre autres, dans les limites du carcan de la loi sur les établissements de soins de longue durée, on a trouvé des moyens créatifs de composer avec des situations difficiles. Et le personnel a laissé sa créativité s'épanouir. Et dans certains cas, on va maintenir certaines de ces pratiques au-delà de la pandémie. Pour certaines des conséquences inattendues qui ont eu un impact important, c'est l'allocation des ressources en matière d'effectifs. On en a parlé à quelques reprises, mais vous savez, à l'origine, on a eu l'occasion de déployer du personnel de manière créative au sein des établissements. Mais comme le docteur Robichaud le disait, on a aussi fait venir des aides aux résidents, comme on les a appelés, ce qui nous a beaucoup aidés dans la première partie du confinement. Mais tandis qu'on ouvre nos portes de plus en plus, il y a un exode. Ce sont des étudiants, très souvent, ces aides aux résidents qui doivent reprendre les études, de sorte que ce bassin de personnes n'est plus disponible. Alors, cela crée un vide. Il faudra donc trouver quelque chose pour l'automne qui puisse combler ce vide. Et Dr. Moore, de votre point de vue? Eh bien, des membres des familles de patients dans la communauté m'ont souvent communiqué leur doléances. Et donc, j'ai tâché de
relayé leur doléance au ministère. J'ai demandé à avoir une approche régionale, que ce soit pour les établissements de soins de longue durée, les hôpitaux ou les écoles. Le chiffre que j'observe, c'est de 10 par 10 000 par semaine. Au-delà de ça, il y a un risque de transmission dans des groupes, des foyers de groupe. C'est ce qu'on a fait dans un service correctionnel où on a voulu surveiller de très près les infections. C'est arrivé à 10 sur 10 000. 10 sur ou plutôt sur 100 000 et 20 sur 100 000 exigent une restriction accrue des visites. Ce sont des chiffres que l'on observe nous-mêmes de très près. Et je ne vais certainement plus, moi, vivre de confinement pour cette population précarisée et je voudrais que les familles puissent continuer d'être présentes. J'ignore si notre patiente aurait quelque chose à nous dire à cet effet. Teresa. Teresa, êtes-vous toujours en ligne? Teresa Miller. Et ça a été formidable lorsqu'on a commencé à permettre les visites par la fenêtre. Le visiteur allait en bas pour une visite. Je n'en ai pas encore eu, mais j'en aurai une cet après-midi. Un de mes fils de Dundas, de Dunville, pardon. Avant, il vivait à Dundas. Maintenant, il vit à Dunville. Il viendra me rendre visite cet après-midi. Et ma fille de Lansdowne prend le train cette fois-ci pour venir. Et bon, ils vont venir me rendre visite. Mon fils Paul est venu me rendre visite également à l'intérieur cette fois. Et avant les visites à la fenêtre, avez-vous pu avoir des visites virtuelles? Non. Oui, j'en ai eu une. Une des récréologues m'a prêté son téléphone pour que je puisse discuter avec mon fils Paul. Et ça a bien fonctionné? Oui, tout à fait, très bien. Formidable. Je trouve cela formidable. On s'occupe vraiment de nous, à tous les égards. Cristal, avez-vous constaté une différence chez les résidents maintenant que les familles peuvent rendre visite aux résidents? Crystal Mac. Eh bien, écoutez, c'est réciproque, c'est-à-dire que les familles en profitent autant. Vous savez, c'est très important pour eux d'avoir un contact avec les résidents. Alors, une dernière question. Comment vous préparez-vous à l'automne et avez-vous des enseignements à nous impartir? Docteur Pierre Aubigeau. Eh bien, du point de vue médical, quelques éléments importants. On a des conversations importantes sur les objectifs de soins. Il faut s'y préparer en cas de flambée des infections. On travaille très étroitement avec le service de pharmacie, surtout pour garantir que les vaccins contre l'influenza soient optimisés. Et on veille à avoir un bon approvisionnement de médicaments. Par exemple, les antibiotiques et les médicaments de soins palliatifs. Pour ce qui est d'une flambée de la COVID et de l'influenza, je me ferai l'écho de ce que disait le Dr Moore. Les services de santé publics ont fait un travail formidable pour mobiliser tous les établissements et nous encourager à faire un remue-ménage pour ces scénarios. Depuis quelques mois, notre établissement, c'est sans doute le cas des autres, ont commencé à renforcer leurs capacités. On a maintenant plusieurs salles et chambres qui sont vides pour absorber une augmentation des cas éventuels. Évidemment, on examine aussi les
conditions d'effectif. Bon, je suis très heureux que ce ne soit pas à ma charge parce que c'est très difficile de veiller à avoir suffisamment d'effectifs. Mais je sais que la direction examine une rotation des préposés aux bénéficiaires. On envisage également de faire appel à des membres du personnel retraités pour voir si ils seraient intéressés de travailler même à temps partiel. Et la dernière chose que je dirais par rapport aux apprentissages principaux, c'est que la clé du succès, c'est sans doute une bonne plateforme de communication. Notre équipe de direction et notre directeur des soins ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont élargi leur réseau qui reçoit le bulletin d'information. C'est très important de communiquer des mises à jour sur la COVID-19 avec les familles, entre autres. Et je pense qu'il faut aussi célébrer l'excellent travail réalisé. Des membres de notre personnel ont sacrifié du temps avec leur famille et se sont engagés corps et âme dans leur travail. Il faut le reconnaître. Il est très important de se servir de cette plateforme de communication pour annoncer aux familles qu'elles peuvent maintenant participer aux activités de leurs proches. Il y a maintenant une série d'activités dont une carte de trajet qui sont offerts aux membres de la famille qui souhaitent se balader avec un résident. On craint toujours en ouvrant les portes que les gens prennent quand même des décisions dans l'intérêt du résident. C'est pourquoi on offre cette carte d'itinéraire. Dr. Barber? Oui, eh bien écoutez, la communication avec le service de santé publique est très importante. Nous avons des réunions hebdomadaires avec les directeurs médicaux de notre région, ainsi qu'avec les services de santé publique. Ce qui est formidable, ça a été très utile et ce sera encore plus utile à l'amorce de l'automne. Pour le moment, nous mettons les patients en cohorte et le service de santé publique participe à ces efforts. Et s'agissant de l'influenza, on a commencé à se préparer à l'influenza au mois de juin déjà. On a eu plusieurs réunions pour en discuter et pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de goulot d'étranglement et que l'on puisse immuniser rapidement nos patients dès que le vaccin de la grippe sera disponible. Et le personnel a toujours généralement obtenu son vaccin. On a un taux très élevé de conformité aux politiques de vaccination. Je pense que cette année, ça atteindra quasi 100%. Formidable. Crystal Mac, des leçons par rapport aux préparatifs de l'automne? Crystal Mac. Oui, eh bien, je rebondis sur ce qu'on disait par rapport aux communications avec la santé publique. La santé publique et ses outils nous ont aidés à amorcer les conversations et les maintenir. Et d'ailleurs, c'est très agréable. C'est agréable de réfléchir en équipe et de décider qui fera quoi et comment. Une autre chose que nous avons faite très tôt dans le début de la pandémie, c'était de créer une unité de transition. L'unité où quiconque revient dans la résidence ou un nouvel admis passe 14 jours dans cet endroit. On a la possibilité d'héberger ces résidents. Alors, quiconque, par exemple, rentre de l'hôpital doit être mis en quarantaine pendant 14 jours. C'est pourquoi on a créé cet espace dans la résidence. Donc, à part le faux positif qui a été évoqué par le Dr. Barber, nous avons beaucoup appris de cela, mais nous apprenons aussi au sujet de ce qu'il faut faire pour se servir de ce modèle, pour créer des unités qui pourront nous aider à assurer la transition, que ce soit pour les cas de COVID, de grippe ou alors d'infection inconnue. On se sert de ça pour préparer tous les endroits du centre. Docteur Moore, il y a une question dans la boîte de dialogue. Envisagez-vous de nouveaux confinements? Est-ce qu'on limitera les visites exclusivement aux travailleurs essentiels à l'automne, à votre avis? Eh bien, ce sera peut-être le cas. Cela dépendra. J'espère que les décisions seront prises à la lumière des données, qu'on prendra des décisions régionales, non pas à l'échelle de l'Ontario. J'espère que ces données
seront ventilés à l'échelle régionale pour que l'on permette aux familles et aux proches aidants de rendre visite aux résidents et de contribuer aux soins. La vigilance est primordiale. J'ai entendu parler de directeurs médicaux, de responsables des soins infirmiers, de l'administration, que les audits sont très importants. Il faut insister sur le fait qu'il faut porter de l'équipement, le mettre et l'enlever convenablement, porter un masque, porter des gants. Tout cela est très important pour la protection à la fois du personnel, mais aussi des familles et des résidents, des patients. On peut limiter cette infection, mais ce sera par l'utilisation de bonnes mesures de prévention et de contrôle des infections. Et cela exige audit, vigilance, énergie. Il ne faut absolument pas baisser sa garde. On a encore beaucoup d'impondérables devant nous. Beaucoup de choses pourraient survenir. Les simulations sont utiles, les exercices de remue-ménage, la réflexion à l'avance de la mise en cohorte des patients. Par exemple, faut-il séparer les résidents qui ont la COVID, ceux qui sont atteints de grippe ou alors ceux qui ont une autre forme d'infection? Comment va-t-on doter ces unités en effectif? Comment va-t-on obtenir des EPI? Et à ce moment-là, il faudra peut-être limiter les visites des membres de famille s'il y a effectivement inclusion, mais pendant une période de temps limitée. Mais il faut y réfléchir à l'avance en période de ralentissement des infections, comme à l'heure actuelle, pendant ces temps morts, il faut réfléchir à ces questions et continuer de dépister. Nos installations ont fait un travail formidable de maintenir de bonnes mesures de dépistage pour les éclosions, mais aussi pour la COVID. Et je suis très heureux que ces taux de dépistage demeurent élevés, car c'est grâce à cette vigilance qu'on pourra certainement endiguer les infections. Et c'est grâce au contrôle et à la prévention des infections et à de bonnes pratiques qu'on y arrivera. Cela dit, c'est la nature humaine d'un peu baisser sa garde lorsqu'on est en période calme. Or, il ne faut absolument pas baisser sa garde, il faut maintenir le partenariat. Alors, demeurez vigilants. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de questions dans la boîte de dialogue, mais malheureusement, le temps qui nous était imparti est écoulé. Alors, il ne me reste plus qu'à remercier nos conférenciers. Alors, je répète ce que disait le Dr Moore, il faut rester vigilant. Merci à tous nos conférenciers, Dr Moore, d'avoir partagé votre expérience, Madame Miller, d'avoir partagé votre expérience de résidence, Crystal Mack, Dr Robichaud, Dr Barber, merci d'avoir partagé votre expérience et vos stratégies de prévention et de préparation dans la région de Kingston. Merci infiniment à vous tous. Nous apprécions énormément le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. Et merci à tous ceux qui ont participé au webinaire d'aujourd'hui pour prendre connaissance de l'expérience de Kingston. Avant de se quitter, nous avons quelques questions de sondage. Parlez-nous de votre expérience de ce webinaire. Alors, merci de nouveau.